Imaginez-vous isolé sur une île du Pacifique, encerclé par des milliers de soldats japonais décidés à anéantir votre position. Vos armes s'enrayent, les munitions s'amenuisent, et le commandement est formel. Aucun renfort n'arrivera. C'est dans cette situation sans issue qu'un mécanicien des Marines, jugé un peu étrange par ses camarades, choisit de franchir une limite inimaginable. Il entreprit de concevoir une arme entièrement nouvelle à partir de simples débris de guerre. Ce qu'il fabriqua cette nuit-là allait bouleverser le cours de l'une des batailles les plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Voici l'histoire authentique d'une invention née sous le feu ennemi qui permit de sauver des centaines de vies américaines. En août 1942, les États-Unis lancèrent leur première grande offensive contre l'Empire japonais sur l'île de Guadalcanal, dans l'archipel des Salomon. La première division de Marines débarqua sur les plages sous le commandement du général de division Alexander Vandergrift, ouvrant une campagne de 6 mois qui pousserait les hommes bien au-delà de leurs limites physiques et mentales. Les Marines s'emparèrent rapidement d'un terrain d'aviation inachevé que les Japonais étaient en train de construire et le rebaptisèrent Henderson Field. Mais conserver cette position stratégique s'avéra infiniment plus difficile que de la conquérir. L'armée impériale japonaise n'avait aucune intention de laisser les Américains garder ce point vital. Parmi les milliers de Marines engagés dans ces conditions infernales se trouvait le sergent John Basilone, un homme qui deviendrait une légende de son vivant avant la fin de la campagne. Né à Buffalo, dans l'État de New York en 1916, Basilone avait servi dans l'armée avant de s'engager dans les Marines en 1940. Il était réputé pour sa maîtrise exceptionnelle des mitrailleuses, mais aussi pour son ingéniosité face aux problèmes mécaniques. Les conditions de vie sur Guadalcanal étaient tout simplement épouvantables. Une jungle dense et oppressante, une chaleur étouffante dépassant souvent les 40 degrés, une humidité constante qui faisait pourrir le matériel en quelques jours, sans oublier les maladies tropicales. Chaque journée était une lutte pour rester en vie. Le paludisme, la dysenterie et diverses infections affaiblissaient les hommes presque autant que les combats eux-mêmes. Les ravitaillements arrivaient de manière irrégulière. Les navires de transport devaient braver les attaques aériennes et les sous-marins ennemis pour livrer munitions, nourriture et matériel médical. Bien souvent, les Marines étaient contraints de rationner tout, balles, rations et même l'eau potable. Sous l'effet de l'humidité tropicale, les équipements rouillaient à une vitesse alarmante et maintenir les armes en état de fonctionnement relevait du défi permanent. La nuit, les forces japonaises dominaient la mer et pilonnaient les positions américaines à l'artillerie navale. Les Marines avaient surnommé ces bombardements nocturnes Pistol Pete et Louis le Menteur, tant ces canons les tenaient éveillés et terrifiés chaque soir. Le jour, les avions japonais basés à Rabaul attaquaient sans relâche Henderson Field. Mais le pire restait les assauts terrestres. Le haut commandement japonais envoyait continuellement des renforts avec pour mission expresse de chasser les Américains de l'île. Leur tactique était une agressivité extrême, souvent suicidaire. Ils attaquaient en vagues successives, hurlant et tirant à tout va, testant les défenses américaines jusqu'à découvrir la moindre faille. Les officiers formés selon la tradition du Bushido préféraient à la mort au déshonneur de la reddition. Chaque affrontement devenait ainsi terriblement dangereux. Même blessés ou encerclés, de nombreux soldats tentaient encore d'attaquer à la grenade ou à la baïonnette. Les Marines apprirent très vite qu'il ne fallait jamais baisser la garde. Le périmètre américain autour de Henderson Field était sans cesse mis à l'épreuve. Des patrouilles japonaises tâtèrent les défenses à la recherche d'un point faible, tandis que des tireurs embusqués, surnommés Tokyo Rose par les Marines, se dissimulaient dans les arbres pour abattre des cibles imprudentes. La tension ne retombait jamais et le sommeil devenait un luxe presque inaccessible. Dans cet enfer, des hommes ordinaires furent contraints d'accomplir des actes extraordinaires simplement pour survivre jusqu'au lendemain. La nuit du 24 au 25 octobre 1942 entrerait dans l'histoire des Marines comme l'une des défenses les plus héroïques jamais livrées. Les services de renseignement américains avaient détecté d'importants mouvements de troupes japonaises annonçant une attaque massive contre Henderson Field. Le général Harukichi Yakutake, commandant de la 17e armée japonaise, avait préparé avec minutie ce qu'il pensait être le coup final contre les Américains. Près de 20 000 soldats furent rassemblés pour écraser définitivement les défenseurs. La confiance japonaise était telle que Tokyo avait déjà annoncé une victoire imminente. Les Marines, de leur côté, se préparèrent du mieux qu'ils purent.
Les positions de mitrailleuses furent renforcées, les champs de tir dégagés et les munitions distribuées, même si chacun savait qu'ils seraient très largement inférieurs en nombre. De nombreux secteurs ne seraient tenus que par une poignée d'hommes face à des centaines d'assaillants. John Basilone commandait une section de mitrailleuses installée sur un point clé du périmètre, une crête stratégique surnommée Bloody Ridge. Sa position bloquait l'un des principaux axes par lesquels les Japonais devaient passer pour atteindre l'aérodrome. Si cette ligne cédait, toute la défense risquait de s'effondrer. À ses côtés se trouvaient une quinzaine de Marines servant des mitrailleuses lourdes Browning de calibre 30. Indispensables à la défense, capables de tirer jusqu'à 500 coups par minute et de faucher des vagues entières d'infanterie, ces armes bestutues avaient toutefois un défaut majeur. Elles surchauffaient et s'enrayaient facilement lorsqu'elles tiraient sans interruption. Lorsque la nuit tomba sur la jungle, une tension presque palpable envahit les positions américaines. Les hommes vérifièrent leurs armes encore et encore, ajustèrent leurs casques, fumèrent leurs dernières cigarettes. Beaucoup griffonnèrent à la hâte des lettres à leurs proches, sans savoir s'ils verrèrent le lever du jour. Vers 21h30, le bombardement commença. L'artillerie japonaise s'abattit sur les lignes américaines avec une violence que même les vétérans les plus aguerris n'avaient jamais connue. La terre tremblait sous les impacts, les arbres éclataient en éclats, et l'air se chargeait d'une odeur âcre de poudre mêlée à la terre retournée. Puis, à travers la fumée et l'obscurité, surgirent les cris. Des milliers de soldats japonais jaillirent de la jungle en vagues humaines, se ruant sur les positions américaines avec une fureur désespérée. Ils hurlaient « Banzai, Marines, aujourd'hui vous mourrez !» Lorsqu'ils traversèrent le No Man's Land, les mitrailleuses de Basilone entrèrent en action, dressant un mur de plomb qui fauchait les assaillants par rangées entières. Mais pour chaque homme qui tombait, 2 autres semblaient surgir aussitôt pour le remplacer. La pression devenait insoutenable, le vacarme assourdissant. Le martèlement continu des mitrailleuses, les détonations des grenades, les cris de douleur et de rage. Durant les premières heures, tout se déroula comme prévu. Les armes automatiques contenaient l'ennemi, malgré le prix humain effroyable payé des 2 côtés. Puis, peu à peu, les ennuis commencèrent, ceux-là même qui allaient transformer cette nuit en légende. Les mitrailleuses de Basilone se mirent à tomber en panne, l'une après l'autre. La chaleur générée par les tirs ininterrompus faisait rougir les canons. Certaines armes s'enrayaient, les cartouches déformées par la chaleur bloquant les mécanismes. D'autres cessaient tout simplement de fonctionner, étouffées par l'accumulation de suie et de saleté. La situation vira rapidement au cauchemar. Et c'est précisément à cet instant, au cœur du chaos le plus total, que l'ingéniosité poussée à l'extrême allait se révéler. À mesure que la nuit avançait, la position de Basilone devenait de plus en plus critique. Les vagues d'infanterie japonaise se succédaient sans fin. Les corps s'amoncelaient devant les lignes américaines, mais les assaillants enjambaient leurs camarades tombés et continuaient d'avancer. Le véritable problème n'était ni le courage ni la détermination des défenseurs, mais la défaillance mécanique de leurs armes. Les mitrailleuses Browning M1917, excellentes en conditions normales, n'avaient jamais été conçues pour tirer sans interruption pendant des heures. La chaleur produite par les frottements était telle que les canons luisaient littéralement dans l'obscurité. Basilone comprit aussitôt qu'il devait agir. Il courut d'un poste de tir à l'autre, évaluant les dégâts. Sur certaines armes, les canons étaient tellement surchauffés qu'ils s'étaient légèrement déformés, nuisant à la précision. D'autres étaient complètement bloqués, les cartouches ayant presque fondu dans les chambres. Une troisième avait perdu un élément essentiel de son système de recul. La procédure normale aurait été de remplacer les canons trop chauds. Mais cela nécessitait des pièces de rechange et du temps. 2 choses qui manquaient cruellement cette nuit-là. Les canons de réserve avaient été endommagés lors des bombardements japonais et il était hors de question d'attendre qu'ils refroidissent correctement. Autour de lui, certains Marines commençaient à céder à la panique. Sans mitrailleuses pleinement opérationnelles, l'ennemi percerait inévitablement. Et une fois la ligne rompue, plus rien ne pourrait l'arrêter avant Henderson Field. Tous savaient ce que cela signifierait. Basilone, lui, resta d'un calme absolu, tandis que les balles traçantes japonaises fendaient l'air autour de lui et que les explosions projetaient de la terre sur son visage, il se pencha sur les armes hors d'usage avec le sang-froid d'un mécanicien aguerri. Il avait grandi au milieu des machines. Avant de s'engager, il avait travaillé comme caddie sur un terrain de golf,
Mais il aidait aussi son père, tailleur, à entretenir et réparer ses machines à coudre. Le métal, la chaleur, les mécanismes, tout cela, Basilone le comprenait instinctivement, comme peu d'hommes en étaient capables. Face aux armes endommagées qui l'entouraient, son esprit se mit à chercher une solution. Il ne pouvait pas attendre que les canons refroidissent, et il ne disposait d'aucune pièce de rechange adéquate. Mais peut-être pouvait-il improviser quelque chose. L'idée qui lui vint était audacieuse, presque folle, et n'avait jamais été tentée sur un champ de bataille. Il allait devoir combiner des pièces provenant de plusieurs armes endommagées, bricoler des adaptations de fortune et, en somme, reconstruire des mitrailleuses fonctionnelles à partir de ferraille. Et tout cela en plein cœur de l'un des combats les plus violents de la guerre. Mais Basilone n'avait pas le choix. Soit il trouvait une solution, soit la position tombait. C'était aussi simple que cela. Il cria à ses hommes de continuer à tirer au fusil et à lancer des grenades pendant qu'ils travaillaient. Chaque seconde comptait et les Japonais ne relâchaient pas la pression. À la lueur aveuglante des explosions et sous l'éclairage intermittent des fusées illuminantes, Basilone se mit à l'œuvre avec une rapidité fébrile. Ses mains se brûlaient au contact des pièces surchauffées, mais sans la moindre hésitation, il démontait et remontait les composants des armes. Ce qu'il s'apprêtait à créer allait infléchir le cours de cette bataille sanglante. Sous les balles sifflant au-dessus de sa tête et les déflagrations faisant vibrer le sol, John Basilone entama ce qui serait plus tard considéré comme l'un des exploits d'improvisation mécanique les plus extraordinaires de l'histoire militaire. Il disposait de plusieurs mitrailleuses hors service, italianas, sat essalisas, d'une connaissance intime de leur fonctionnement et d'une urgence absolue à les remettre en état. Le premier obstacle restait la surchauffe des canons. Basilone savait qu'il ne pouvait pas simplement les remplacer sans leur laisser le temps de refroidir, sous peine d'aggraver les déformations. Mais il remarqua un détail essentiel. Certains canons étaient moins endommagés que d'autres, et sur certaines armes, des composants restaient parfaitement fonctionnels alors que le canon était hors d'usage. Il se mit alors à démonter les mitrailleuses à une vitesse stupéfiante. Chaque mitrailleuse Browning était composée de dizaines de pièces ajustées avec une précision extrême. Le canon, le système de recul, le mécanisme d'alimentation, la sûreté, le percuteur, les ressorts. Basilone connaissait chacun de ces éléments comme s'il faisait des parties de lui. Dans l'obscurité presque totale, ses mains travaillaient, guidées davantage par le toucher et la mémoire musculaire que par la vue. Il dévissait, faisait coulisser des ensembles entiers, puis assemblait des combinaisons de pièces qui n'avaient jamais été conçues pour fonctionner ensemble, mais qui, en théorie, pouvaient se le faire. L'un des Marines, le soldat de première classe Robert Powell, observait la scène avec stupéfaction, tenant une lampe blindée diffusant à peine assez de lumière pour distinguer les formes. Plus tard, Powell racontera que Basilone semblait plongé dans une sorte de transe, totalement absorbé par son travail, indifférent au chaos absolu qui régnait autour de lui. Basilone préleva le système de recul d'une arme, la culasse d'une autre, le mécanisme d'alimentation d'une troisième. Il ne réparait plus, il construisait. Il assemblait des mitrailleuses hybrides, récupérant les meilleures pièces encore utilisables sur plusieurs armes endommagées pour créer de nouveaux systèmes fonctionnels. Mais un problème majeur subsistait, exigeant une solution encore plus inventive. Les canons, encore opérationnels, devenaient dangereusement brûlants et sans eau ni huile adaptée pour les refroidir, Basilone devait trouver autre chose. C'est alors qu'une idée lui vint, une idée qui, dans n'importe quel autre contexte, aurait paru totalement absurde. Il ordonna à ses hommes d'uriner dans leurs casques et de les lui apporter. Dans la jungle noire de Guadalcanal, avec les Japonais à seulement quelques mètres, des marines aqueues se précipitèrent vers sa position, casques remplis d'urine, destinés à servir de liquide de refroidissement de fortune pour les mitrailleuses surchauffées. La méthode fonctionna. L'urine, loin d'être idéale, suffisait néanmoins à faire baisser la température des canons pendant quelques précieuses minutes. Basilone versait le liquide sur les tubes fumants. Ceux-ci sifflaient en dégageant des nuages de vapeur âcres, mais refroidissaient assez pour reprendre le tir. Pendant ce temps, il poursuivait son travail de reconstruction. L'une des mitrailleuses souffrait d'un défaut d'alimentation. La bande de cartouches se bloquait après quelques coups. Basilone comprit rapidement que le problème venait d'un ressort ayant perdu sa tension sous l'effet de la chaleur. Il en retira un sur une arme totalement hors d'usage, le coupa à la bonne longueur à l'aide d'une pince, puis l'installa à la place du ressort défectueux. Sur une autre arme, le système de verrouillage fonctionnait par à-coups.
Basilone démonta l'ensemble, gratta les dépôts de carbone avec un couteau, appliqua un peu d'huile pour fusil sur les points de friction. La mitrailleuse se remit aussitôt à tirer de manière fluide. Tout autour, les explosions continuèrent de secouer la position, et Basilone entendait ses camarades crier des ordres, signaler de nouvelles attaques japonaises se formant dans l'obscurité. Après environ 45 minutes de travail frénétique dans des conditions inimaginables, Basilone avait accompli l'impossible. À partir de 5 mitrailleuses complètement hors service ou à peine fonctionnelles, il en avait tiré 3 armes parfaitement opérationnelles et une 4e capable de tirer par intermittence, mais toujours exploitable. Il repositionna lui-même chaque mitrailleuse, exploitant au mieux le terrain et les axes de tir. Basilone comprenait instinctivement l'art de placer des armes automatiques pour créer des tirs croisés, une configuration où les trajectoires se chevauchent au-dessus d'une zone mortelle, rendant toute progression ennemie quasiment suicidaire. Lorsque les mitrailleuses modifiées reprirent le feu, l'effet fut immédiat et saisissant. Les Japonais, qui avaient intensifié leurs assauts en constatant la baisse du feu américain, se retrouvèrent soudain de nouveau sous une pluie dévastatrice de balles. Mais Basilone ne s'arrêta pas là. Il réalisa que ses positions manquaient dangereusement de munitions. Les bandes de cartouches se vidaient à une vitesse alarmante. Le dépôt le plus proche se trouvait à une 50aine de mètres, à découvert, balayé par le feu japonais. Sans la moindre hésitation, Basilone saisit son casque, désormais vide après avoir servi à refroidir les armes, et se lança à travers la zone de tir pour aller chercher des munitions. Les balles japonaises ricochaient autour de lui tandis qu'il zigzaguait, utilisant chaque creux du terrain et chaque tronc abattu comme abri provisoire. Arrivé au dépôt, il chargea des bandes de cartouches sur ses épaules. Chacune pesait environ 5 kilos et il en prit autant qu'il put porter, probablement plus de 40 kilos au total. Puis il fit le trajet retour, toujours sous un feu nourri. Le sergent John Basilone répéta cette course mortelle à plusieurs reprises au cours de la nuit, refusant systématiquement de laisser d'autres hommes prendre ce risque. Chaque fois qu'il revenait avec des munitions, ses marines l'encourageaient à grands cris et rechargeaient aussitôt leurs mitrailleuses pour reprendre le tir. À un moment donné, un groupe de soldats japonais parvint à s'infiltrer dangereusement près de sa position. Ils n'étaient sans plus qu'à quelques mètres lorsqu'ils furent repérés. Basilone attrapa aussitôt l'une des mitrailleuses, encore montée sur son trépied, souleva l'arme entière, près de 20 kilos, et tira à la hanche comme avec un fusil, balayant les assaillants. Cette action, parfois exagérée dans les films ultérieurs, s'est réellement produite et fut observée par plusieurs Marines. Une mitrailleuse Browning pesait environ 18 kilos sans munitions, et tirer ainsi à bout de bras exigeait une force et une maîtrise hors du commun, tant le recul était violent. Pourtant, Basilone y parvint. Mais Basilone réussit. Sa position fut sauvée de justesse. À mesure que la nuit avançait vers l'aube, les attaques japonaises perdirent peu à peu de leur intensité. Les pertes qu'elles avaient subies étaient tout simplement catastrophiques. Des centaines, peut-être des milliers de soldats japonais gisaient devant les lignes américaines. Le prix payé pour cet assaut avait été bien supérieur à tout ce qu'avait imaginé le haut commandement japonais. Lorsque les premières lueurs du jour commencèrent à éclairer l'horizon, révélant l'ampleur du carnage, une évidence s'imposa. Les Marines avaient tenu bon. Henderson Field était sauvé et avec lui toute la campagne de Guadalcanal. Au lever du soleil, le matin du 25 octobre 1942, Guadalcanal offrit un spectacle presque inimaginable de destruction. Devant la position de Basilone, le sol était littéralement recouvert de corps de soldats japonais. Les estimations ultérieures évoqueraient plus d'1 millier d'ennemis tués rien que dans ce secteur du périmètre. Les mitrailleuses de Basilone fumaient encore, leurs canons déformés par une chaleur extrême, mais toujours capables de tirer. Des bandes de munitions vides jonchaient le sol, mêlées à des centaines de douilles. La terre était criblée de cratères de grenades et imbibée de sang. Basilone était couvert de suie, de sueur et de sang, pour l'essentiel celui des autres. Ses mains portaient de graves brûlures causées par la manipulation de pièces surchauffées durant la nuit, mais il avait refusé tout soin médical. Les yeux rougis par le manque de sommeil et la poudre, il restait à son poste, vérifiant encore et encore que ses mitrailleuses seraient prêtes si l'ennemi tentait une nouvelle attaque. Les officiers qui inspectèrent sa position au petit matin furent stupéfaits par ce qu'ils découvrirent. Le général de division Alexander Vandergrift se rendit personnellement sur place et s'entretint avec Basilone et ses hommes. Leur récit semblait presque irréel.
Un simple sergent avait maintenu en état de fonctionnement un secteur clé de la défense grâce à une détermination sans faille, une maîtrise mécanique hors du commun et un courage exceptionnel. Les autres Marines de la position s'étaient battus avec une bravoure remarquable, mais tous reconnurent que leur sergent leur avait sauvé la vie. Sans son acharnement à maintenir les mitrailleuses en état, la ligne aurait immanquablement cédé. Et si cette position était tombée, une brèche fatale aurait pu s'ouvrir dans le périmètre que les Japonais auraient aussitôt exploité. L'attaque japonaise des 24 et 25 octobre avait représenté l'effort le plus massif pour reprendre Henderson Field. Son échec marqua un tournant décisif dans la campagne de Guadalcanal. L'armée impériale japonaise avait subi des pertes qu'elle ne pouvait pas facilement compenser, et le moral de ses troupes en fut profondément ébranlé. Dans les jours qui suivirent, les patrouilles américaines découvrirent à quel point le feu des mitrailleuses avait été dévastateur. Des soldats japonais étaient tombés en formation compacte, certains encore serrant leurs armes, d'autres manifestement touchés en tentant d'évacuer des camarades blessés. Les journaux intimes retrouvés sur les corps témoignaient de la terreur inspirée par les mitrailleuses américaines. Un officier japonais capturé racontera plus tard que ces hommes avaient reçu à plusieurs reprises l'ordre d'attaquer cette position précise, et qu'à chaque tentative, ils avaient été fauchés par des armes américaines diaboliques qui semblaient ne jamais s'arrêter. Il ignorait totalement que ces mitrailleuses s'étaient enrayées de Maine à de multiples reprises et n'avaient continué à tirer que grâce à l'ingéniosité d'un seul mécanicien. Les correspondants de guerre commencèrent à entendre parler du sergent qui avait à lui seul tenu un point crucial du front. La nouvelle se répandit rapidement dans les lignes américaines et Basilone devint presque aussitôt une figure légendaire parmi les Marines. D'autres mécaniciens et armuriers étudièrent ses méthodes de réparation improvisées. Pour Basilone, pourtant, il n'était pas question de gloire ou de reconnaissance. Interrogé sur ce qu'il avait accompli cette nuit-là, il se contenta de répondre qu'il faisait simplement son travail et qu'il veillait sur ses hommes. Cette humilité sincère ne fit qu'accroître encore le respect que lui portaient les autres Marines. La bataille, qui entrerait dans l'histoire sous le nom de bataille de Henderson Field ou de bataille de Bloody Ridge, était terminée. Mais ses répercussions allaient se faire sentir bien au-delà, tout au long de la guerre. Dans les semaines qui suivirent, le commandement des Marines mena des entretiens approfondis avec tous les participants à la défense de Henderson Field. Les témoignages concernant les actions de John Basilone étaient d'une cohérence et d'une ampleur remarquables. De nombreux Marines, officiers compris, confirmèrent non seulement son courage sous le feu, mais aussi ses compétences techniques exceptionnelles pour maintenir les armes en état de fonctionnement. Le lieutenant-colonel Lewis Puller, commandant du 1er bataillon du 7e régiment de Marines et l'un des officiers les plus décorés de l'histoire du corps, recommanda personnellement Basilone pour la plus haute distinction militaire américaine, la Medal of Honor. La citation officielle évoquerait son rôle décisif dans la défaite, voire l'anéantissement, d'un régiment japonais, soulignant qu'il avait réparé des armes sous le feu, transporté des munitions en plein combat et tué personnellement une trentaine de soldats ennemis. Mais ce que cette citation ne parvenait pas à exprimer pleinement, c'était l'aspect le plus extraordinaire de ses actions. L'ingéniosité pure avec laquelle il avait reconstruit des mitrailleuses fonctionnelles à partir d'armes détruites, au cœur même de la bataille. Ce type de réflexion improvisée sous une pression extrême incarnait exactement l'innovation qui allait permettre de remporter la guerre dans le Pacifique. En mai 1943, John Basilone fut rappelé aux États-Unis afin de recevoir la Medal of Honor des mains du général Alexander Vandergrift, récemment nommé commandant du corps des Marines. La cérémonie se déroula à l'Australian Memorial de Canberra et Basilone entra dans l'histoire en devenant le premier Marine du rang décoré de la Medal of Honor durant la Seconde Guerre mondiale. Son histoire captura immédiatement l'imagination du public américain à un moment où le pays avait désespérément besoin de héros. Basilone fut envoyé à travers les États-Unis dans le cadre d'une vaste campagne de vente d'emprunts de guerre. Lors de rassemblements bondés, les foules venaient l'écouter raconter son expérience. Il contribua ainsi à lever des millions de dollars pour l'effort de guerre. Durant cette tournée, Basilone visita également des usines d'armement et rencontra les ouvriers chargés de fabriquer les mitrailleuses Browning. Il échangea avec eux sur ce qu'il avait vécu au combat, évoquant notamment les problèmes de surchauffe et d'enrayement rencontrés à Guadalcanal. Ces remarques conduisirent à de légères modifications de conception, améliorant la fiabilité des armes dans des conditions de combat extrêmes.
Il se rendit aussi dans des camps d'entraînement des marines où il démontra les techniques correctes d'utilisation des mitrailleuses et partagea les leçons tirées de Guadalcanal. Les jeunes recrues buvaient littéralement ses paroles, conscientes d'apprendre auprès d'un homme qui avait fait ses preuves sous le feu réel de l'ennemi. Pourtant, toute cette attention mettait Basilone mal à l'aise. Il était avant tout un homme d'action, pas de discours. La vie de célébrité, les estrades et les rassemblements patriotiques l'oppressaient. Il avait le sentiment que sa place était aux côtés de ses camarades dans le Pacifique, pas devant des foules aux États-Unis. À plusieurs reprises, il demanda à retourner au combat. Le corps des Marines refusa d'abord. Basilone était devenu trop précieux comme symbole et outil de communication. On lui proposa une commission d'officiers et des postes d'instruction confortables sur le sol américain. Il refusa tout. Finalement, en décembre 1943, après des mois d'insistance, les Marines acceptèrent de le renvoyer au front. Il fut affecté au 27e régiment de Marines au sein de la 5e division comme instructeur en armement. Mais tous savaient que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne se retrouve à nouveau en première ligne. Au début de l'année 1944, John Basilone était de retour dans le Pacifique, se préparant cette fois à l'une des opérations amphibies les plus ambitieuses de la guerre, la prise d'Iwo Jima. Cette petite île volcanique, située à un peu plus de 1000 km de Tokyo, était cruciale pour les plans américains visant à bombarder le Japon continental et, à terme, à l'envahir. Basilone entraîna les Marines de la compagnie Charlie du 1er bataillon, 27e régiment. Il leur transmit tout ce qu'il avait appris à Guadalcanal. Comment maintenir les armes en état dans des conditions hostiles, comment positionner les mitrailleuses pour un effet maximal, comment improviser lorsque le matériel faisait défaut. Les jeunes marines comprirent très vite qu'ils apprenaient auprès de quelqu'un qui savait réellement de quoi il parlait. Basilone n'enseignait pas des théories tirées des manuels. Il enseignait des techniques de survie acquises au prix du sang, en combat réel. Ces leçons étaient concrètes, directes et centrées sur l'essentiel. Pendant l'entraînement, il démontrait personnellement chaque geste. Il démontait et remontait des mitrailleuses les yeux bandés, décrivant chaque pièce uniquement au toucher. Il apprenait à reconnaître les pannes au son et aux vibrations de l'arme. Il montrait comment effectuer des réparations de campagne avec un minimum d'outils. Mais surtout, il transmettait quelque chose de plus précieux encore que des compétences techniques, l'état d'esprit du marine au combat. Le calme sous la pression, la lucidité quand le chaos s'installe et la priorité absolue donnée à ses camarades. Ces enseignements-là valaient sans doute plus que n'importe quelle instruction mécanique. En juillet 1944, alors qu'il poursuivait l'entraînement des troupes, Basilone fit la connaissance de Lena Mairigi, sergent au sein du Women's Marine Corps, stationné à Camp Pendleton. Leur relation fut rapide et intense. Deux marines professionnels, conscients des exigences et du sens du service militaire. Ils se marièrent en juillet 1944. Lena tenta de convaincre John d'accepter l'un des postes permanents d'instructeur que le corps continuait de lui proposer. Elle savait qu'il avait déjà largement fait sa part, qu'il avait prouvé son courage au-delà de tout doute. Mais Basilone lui répondit simplement « Si je n'y vais pas avec eux, certains ne reviendront pas. » Pour lui, tout était là. Il avait formé ses Marines et se sentait personnellement responsable de chacun d'eux. Lena, elle-même marine, comprit qu'à, même si cela lui brisa le cœur. En décembre 1944, le 27e régiment de Marines embarqua pour Hawaï afin d'y effectuer l'entraînement final avant l'invasion d'Iwo Jima. Les services de renseignement américains savaient que la bataille serait d'une difficulté extrême. Les Japonais avaient transformé l'île en une véritable forteresse creusée de kilomètres de tunnels, hérissée de bunkers en béton armé et de positions d'artillerie soigneusement camouflées. Le général Tadamichi Kuribayashi, commandant japonais à Iwo Jima, était l'un des officiers les plus compétents de l'armée impériale. Il avait renoncé aux attaques frontales de type Banzai, jugées inefficaces face à la puissance de feu américaine. À la place, il avait conçu une défense en profondeur destinée à saigner les forces américaines, mètre par mètre. Basilone et les autres marines étudièrent cartes et photographies aériennes d'Iwo Jima. L'île paraissait austère, presque morte. Quelques kilomètres carrés de cendres volcaniques et de roches noires dominés au sud par le mont Suribachi. Mais tous savaient que sous cette surface aride se cachaient des milliers de soldats japonais prêts à vendre leur vie au prix le plus élevé possible. Le 19 février 1945, la bataille d'Iwo Jima débuta.
À 9 heures du matin, peut-être 9 heures du matin, après un bombardement naval massif, les premières Wisnai, premières vagues de marines, atteignirent les plages. John Basilone faisait partie de ces hommes, débarquant avec la compagnie Charlie sur Green Beach. La plage était faite de sable volcanique noir et gris, à la texture proche d'un gravier grossier, rendant chaque pas pénible. Les véhicules s'y enfonçaient jusqu'aux essieux, et les hommes peinaient à gravir les terrasses sableuses menant vers l'intérieur de l'île. C'était exactement le type de terrain où le matériel lourd se retrouvait piégé sans recours. Dans un premier temps, la résistance japonaise sembla étonnamment faible. Les Marines progressèrent hors de la plage sans subir les pertes massives que beaucoup redoutaient. Mais cette apparente accalmie faisait partie intégrante du plan du général Kuribayashi. Laisser les Américains débarquer, puis les frapper de toutes ses forces une fois regroupés sur la plage et dans ses abords immédiats. Lorsque l'attaque se déclencha, elle fut d'une violence écrasante. L'artillerie et les mortiers japonais, réglés à l'avance sur chaque mètre de la zone de débarquement, s'abattirent sur les Marines. Des mitrailleuses dissimulées dans des bunkers camouflés ouvrirent le feu. En un instant, la plage se transforma en un enfer de métal et de flammes. Basilone identifia aussitôt l'un des problèmes majeurs. Les chars et les véhicules blindés étaient immobilisés dans le sable volcanique meuble, devenant des cibles fixes pour l'artillerie japonaise. Sans leur progression, l'infanterie se retrouvait dangereusement exposée. Il rassembla un groupe de Marines et se mit à l'œuvre pour dégager les véhicules embourbés. Sous un feu intense, ils creusèrent autour des chenilles, glissèrent des plaques métalliques sous les roues et tentèrent tout ce qui pouvait redonner de l'adhérence aux engins prisonniers du sable. C'était un travail exténuant et extrêmement dangereux, mené dans les pires conditions imaginables. Pendant tout ce temps, Basilone continuait de diriger et d'encourager ses hommes. Il repérait les positions de tir japonaises et coordonnait les feux de suppression. Lorsqu'un bunker particulièrement bien placé continuait à clouer les Marines au sol, il mena lui-même l'assaut, utilisant des charges explosives pour réduire la position au silence. À chaque instant, il restait exposé aux tirs ennemis. En d'autres circonstances, il aurait cherché un abri, attendu des renforts ou coordonné l'action avec des unités voisines. Mais la situation était critique et Basilone savait que chaque minute perdue coûtait des vies. Vers midi, il avait contribué à remettre en mouvement plusieurs véhicules et à neutraliser plusieurs positions ennemies. Les Marines commençaient à progresser vers l'intérieur de l'île, au prix de pertes terribles. Basilone demeurait en première ligne, fidèle à ce qu'il avait dit à Lena, veiller sur ses hommes jusqu'au bout. C'est à ce moment-là, alors qu'il coordonnait le passage de son unité à travers un champ de mines, qu'un obus de mortier japonais explosa à proximité. La mitrailleuse qui avait fait de lui une légende à Guadalcanal ne pouvait rien contre le hasard brutal de la guerre. John Basilone fut tué sur le coup. Il avait 27 ans. Autour de lui, les Marines qu'il avait formés et conduits poursuivirent le combat, mettant en pratique les enseignements qu'il leur avait transmis. Il gravirait le mont Suribachi, hisserait le drapeau américain à son sommet et finirait par conquérir toute l'île après 36 jours de combat parmi les plus acharnés de la guerre. Basilone fut d'abord enterré dans le cimetière de la 5e division de Marines à Iwo Jima avant d'être transféré des années plus tard au cimetière national d'Arlington. Sa mort à Iwo Jima bouleversa les États-Unis. Voici un homme qui avait déjà accompli l'impossible à Guadalcanal, décoré de la plus haute distinction militaire du pays et qui aurait pu rester à l'abri sur le sol américain. Pourtant, il avait choisi de retourner au combat, par sens du devoir et pour protéger les jeunes Marines placés sous sa responsabilité. Pour ses actions à Iwo Jima, Basilone reçut à titre posthume la Navy Cross, la deuxième plus haute décoration militaire américaine. Il devint ainsi l'un des rares Marines à avoir reçu à la fois la Medal of Honor et la Navy Cross. En preuve d'un courage exceptionnel démontré à 2 reprises, dans des circonstances totalement différentes. Mais l'héritage de John Basilone dépasse largement ces décorations. Les techniques qu'il avait mises au point à Guadalcanal pour maintenir les armes en état dans des conditions extrêmes furent intégrées au manuel d'instruction des Marines. Des générations d'armuriers étudièrent ces méthodes de réparation improvisées sur le terrain. L'histoire de cet homme capable de reconstruire des mitrailleuses à partir de pièces endommagées, de refroidir des canons surchauffés avec n'importe quel liquide disponible et de maintenir une position cruciale par la seule force de l'ingéniosité devint un exemple emblématique de l'innovation sous pression.
Encore aujourd'hui, des écoles militaires du monde entier utilisent l'exemple de Basilone pour enseigner la capacité d'adaptation au combat. Plus fondamentalement, il incarna quelque chose d'essentiel dans l'esprit humain, la faculté d'accomplir l'extraordinaire lorsque la situation l'exige absolument. Il n'était ni un génie formé à l'ingénierie, ni un théoricien. Il était un mécanicien compétent, doté d'une connaissance profonde de ses armes, qui refusa d'accepter la défaite lorsque tout semblait perdu. Cet état d'esprit, ce refus d'abandonner, cette détermination à trouver une solution, aussi impossible qu'elle paraisse, constitue sans doute la leçon la plus précieuse de son histoire. Il ne s'agissait pas seulement de réparer des armes. Il s'agissait de rester calme quand les autres paniquaient, de penser clairement au cœur du chaos et de faire ce qui devait être fait, même lorsque cela semblait irréalisable. Le surnom de mécanicien fou, bien qu'il n'apparaisse pas officiellement dans les archives militaires, résume parfaitement la manière dont ses camarades percevaient ses actions cette nuit-là à Guadalcanal. Ce qu'il fit relevait presque de la folie, mais d'une folie capable de gagner des guerres. Ce qu'il fit relevait en apparence de la folie. Réparer des armes brisées tandis que les balles sifflaient au-dessus de sa tête, s'exposer encore et encore au feu ennemi pour aller chercher des munitions, inventer sur le moment des solutions que personne n'avait jamais osé tenter. Et pourtant, c'était précisément ce genre de folie qui fait basculer les guerres, la capacité d'oser l'impensable quand les enjeux atteignent leur point de rupture. Aujourd'hui encore, l'histoire de John Basilone est enseignée à tous les Marines dès l'instruction de base. Des statues à son effigie se dressent dans sa ville natale de Raritan, dans le New Jersey. Un pont de l'Interstate 95 porte son nom. Son destin a été raconté au cinéma et dans la série The Pacific, produite par HBO. Mais le plus bel hommage est sans doute ailleurs. 79 ans après cette nuit sur Guadalcanal, où un mécanicien accomplit l'impossible et sauva des dizaines de vies par la seule force de son ingéniosité et de son courage, les Marines continuent d'apprendre à penser de manière créative sous la pression, à ne jamais renoncer quelle que soit la difficulté de la situation et à veiller les uns sur les autres avant tout. Voilà le véritable héritage de John Basilone. Non seulement les armes qu'il remit en état ou les ennemis qu'il vainquit, mais surtout l'exemple d'excellence qu'il laissa derrière lui. Un exemple qui, encore aujourd'hui, continue d'inspirer des générations de combattants.